Elle ne se retourna pas. Elle resta assise là, figée, prétendant ne pas avoir entendu, tandis que le prêtre continuait de parler de deuil et de paix. Son fils Peter était parti. 33 ans. Une crise cardiaque sortie de nulle part. La seule personne au monde qui s'était jamais vraiment souciée d'elle. Et maintenant, elle était assise à côté de son cercueil pendant que sa femme, Gabriella, portait une robe noire sur mesure et versait des larmes de crocodile, planifiant déjà son expulsion. Gabriella lui serra l'épaule après avoir parlé, très doucement, comme pour la réconforter. Julie ne bougea pas. Gabriella se leva et alla saluer un nouvel invité. Elle a été si forte, dit quelqu'un derrière elle. Perdre un mari à son âge, je ne peux même pas imaginer. Julie voulut rire, mais sa poitrine ne fit que la brûler. Elle resta silencieuse pendant le service, pendant la prière finale, même lorsque les gens commencèrent à se diriger vers la salle de réception. Quand il fut temps de partir, Gabriella s'arrangea pour aider la grand-mère à monter dans la voiture, mais laissa Julie seule. Julie monta avec elle dans la voiture de Peter, mais elle ne dit pas un mot. La voiture sentait son eau de Cologne, et elle pensa que cela pourrait la briser. Mais elle était trop occupée à essayer de comprendre à quel jeu jouait Gabriella. À la maison, Gabriella fit entrer tout le monde. Elle fit un petit discours sur la force et l'humour de Peter, et sur l'amour qu'il portait à sa famille. Julie se tenait derrière l'îlot de la cuisine et ne dit rien. Gabriella servit du vin, porta un toast, serra les gens dans ses bras comme une veuve à la télévision. Mais Julie remarqua de petits détails. La photo de famille près des escaliers avait disparu. Sa boîte de médailles militaires avait été enlevée. Gabriella était déjà en train de l'effacer. Après le départ de tout le monde, Julie alla dans sa chambre. Sa chambre, celle où elle avait vécu pendant 7 ans. Et la porte était ouverte. Ses couvertures étaient pliées. La lampe de chevet était débranchée. Elle vérifia la commode. La moitié de ses tiroirs était vide. Sa boîte à bijoux avait disparu. Dans le placard, il y avait des boîtes étiquetées « Affaires de maman ». Elle resta là 1 minute, comme si son cerveau avait besoin de temps pour rattraper le coup. Puis elle sortit, passant devant la cuisine. Gabriella était assise à la table de la salle à manger avec un verre de vin, le téléphone à la main. Elle ne leva pas les yeux. Julie s'éclaircit la gorge. « As-tu déplacé mes affaires ?» Gabriella lui jeta enfin un regard et dit « Je ne faisais que ranger. Je peux appeler une entreprise de déménagement quand tu seras prête. » Puis elle sourit comme si c'était une offre polie. Julie demanda où étaient ses bijoux. Gabriella répondit. « Une partie est dans le coffre-fort. Tu ne voudrais rien perdre pendant que les gens allaient et venaient. » Julie dit qu'elle ne lui avait jamais demandé de toucher à ses affaires. Gabriella sirota son vin. « Peter et moi en avons parlé, dit-elle. Ce n'est pas personnel. Nous avons juste supposé que tu voudrais retourner chez ta sœur. » Julie n'avait pas de sœur. Gabriella le savait. Julie la fixa. « C'est ma maison. » Gabriella haussa les épaules. C'était astérisque sa astérisque maison. Il aurait voulu que nous ayons de l'espace pour faire notre deuil. Puis elle reprit son téléphone comme si Julie n'était même pas là. Julie sortit avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Elle retourna dans sa chambre et vérifia à nouveau les tiroirs, essayant de rester calme, de réfléchir. La boîte qu'elle gardait sous le lit avait disparu. Elle ouvrit le placard et vit un bac marqué « Vieux doc ». Elle le descendit et fouilla dedans. Des reçus. Du vieux courrier. Des papiers de garantie. Puis elle le trouva. Son dossier avec de vieux dossiers médicaux, des papiers de banque et son passeport. Elle continua de fouiller, le cœur battant. Elle ne trouva pas l'acte de propriété. Celui avec son nom dessus. Celui que Peter insistait pour qu'ils gardent ensemble quand ils avaient acheté la maison, et qu'elle avait aidé à payer la compte après qu'il eut perdu son emploi. Ce papier était censé être dans cette boîte. Elle vérifia 2 fois. La voix de Gabriella flotta dans le couloir. « Et, tu veux les restes de salade ou je les jette ?» Julie ne répondit pas. Sa main tremblait maintenant. L'acte de propriété avait disparu. Le lendemain matin, la cuisine était silencieuse, et l'odeur de café avait déjà disparu quand Julie y entra. Gabriella était à la table de la salle à manger, tapant sur son ordinateur portable comme si c'était un mardi ordinaire. Elle leva les yeux et dit « Bonjour ».
Je vérifie juste quelques devis pour des déménageurs. Julie ouvrit le réfrigérateur. Ses contenants en émail avaient disparu, remplacés par des tupperwares bien empilés qui n'étaient pas les siens. Je n'ai pas demandé de déménageur, dit-elle. Gabriella sourit sans la regarder. C'est vrai. Mais tu as dit que tu voulais gérer les choses à ton rythme. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Elle but une gorgée de sa tasse et cliqua rapidement sur quelque chose. Julie alla dans le salon. Le vieux fauteuil inclinable de son fils avait été remplacé par un fauteuil en simili-cuir. Sa couverture était pliée et fourrée derrière le meuble télé comme un panier pour chien. « Où est le fauteuil de Peter » demanda-t-elle. Gabriella haussa les épaules. Il était vieux. Il n'allait plus avec la pièce. Julie la fixa. Ça fait une semaine. Gabriella parut agacée maintenant. Ça fait 9 jours. Je ne vais pas m'asseoir dans le fauteuil d'un homme mort, Julie. C'était la première fois que Gabriella prononçait son nom, comme si cela ne signifiait rien. Julie se retourna et sortit juste pour respirer. Elle s'assit sur les marches du porche, sortit son téléphone et appela un avocat que Peter lui avait recommandé à l'époque où ils mettaient à jour leur testament. La secrétaire dit qu'il pouvait la voir cet après-midi. Julie ne dit pas à Gabriella où elle allait. Elle partit, tout simplement. L'avocat, Monsieur Smith, se souvint immédiatement de Peter. Un type solide, dit-il. Je suis désolé. Julie lui raconta ce qui se passait. Comment Gabriella prétendait qu'elle devait partir, comment son nom était sur l'acte de propriété, comment le document avait disparu. Il demanda depuis combien de temps elle vivait là. 7 ans, dit-elle. Depuis qu'ils l'ont acheté. Il demanda si elle avait une trace écrite de sa contribution à la compte. Elle dit qu'elle avait utilisé un chèque de banque. Elle avait encore le reçu. Ses yeux s'illuminèrent. Alors nous avons peut-être quelque chose. Julie lui demanda d'expliquer. Il dit que si son nom était sur l'acte et qu'elle avait la preuve de sa contribution, Gabriella ne pouvait pas la forcer à partir. Pas légalement. Il lui dit de retrouver ce chèque de banque et, si possible, les documents d'achat originaux. Julie le remercia et rentra chez elle, les mains agrippées au volant. Gabriella était au téléphone quand Julie revint, arpentant le couloir. Non, elle ne sait rien, dit-elle au téléphone, baissant la voix en la voyant. C'est réglé. Julie passa devant elle et alla directement au grenier. Peter y avait gardé des boîtes d'avant leur mariage. De vieux dossiers scolaires, des impôts, des documents de déménagement. Elle monta, le cœur battant, et commença à ouvrir les boîtes. Il y avait de la poussière partout. Elle trouva sa boîte de l'université, sa boîte de dossiers militaires, puis une étiquetée « achat maison ». Son souffle se coupa. Elle la sortit, s'assit sur le sol du grenier et commença à la feuilleter. Déclaration de clôture, assurance habitation, approbation de prêt bancaire. Et puis, c'était là, une enveloppe Kraft marquée « acte de propriété finale ». Elle l'ouvrit et la fixa. Son nom. Sa signature. La sienne. Datée, notariée, classée. Elle resta assise là une seconde, laissant l'information s'imprégner. Gabriella bluffait. Soit elle ne savait pas, soit elle savait et espérait que Julie ne le savait pas. Elle glissa le dossier dans son manteau et descendit. Gabriella se tenait au bas de l'échelle du grenier. « Tu cherchais quelque chose » demanda-t-elle, les sourcils haussés. Julie la regarda droit dans les yeux. Juste de vieux papiers. Rien d'important. Gabriella sourit d'un air crispé. C'est bien. Je ne voudrais pas que tu stresses. Puis elle se retourna et se dirigea vers la cuisine comme si elle ne venait pas d'avoir une confrontation silencieuse. Ce soir-là, Julie fit des copies de l'acte et le scanna dans ses emails. Elle créa un dossier intitulé « Pour avocat seulement ». Elle n'était pas stupide. Gabriella pensait avoir une longueur d'avance, mais maintenant Julie avait un levier. Elle devait juste agir avec prudence. Vers 21h, Gabriella entra avec 2 verres de vin et dit « J'ai pensé que nous devrions parler. Mettre les choses au clair. » Julie prit le verre mais ne but pas, d'accord. Gabriella s'assit sur le canapé en face d'elle. « Je sais que les choses ont été tendues, mais Peter disait toujours que cette maison était pour nous. Pour notre future famille. » Julie ne dit rien. Gabriella baissa les yeux sur son verre.
Je ne veux pas que ça devienne moche. Je veux juste aller de l'avant. Julie fixa sa main. Annulaire gauche. Portant toujours son alliance. Gabriella leva les yeux. Tu comprends, n'est-ce pas? Julie demanda, as-tu parlé à un avocat? Son visage se contracta. Non, je ne pensais pas que c'était nécessaire. Julie sourit. Peut-être que ça l'est. Les yeux de Gabriella se plissèrent une seconde. Elle but une gorgée de vin. Tu me menaces, Julie? Julie lui rendit son sourire. Non, je pense juste à voix haute. Gabriella se leva lentement. J'espère que nous pourrons faire ça à l'amiable. Julie hocha la tête. Moi aussi. Gabriella descendit le couloir, le verre toujours à la main. Julie attendit qu'elle soit hors de vue, puis sortit son téléphone et vérifia l'acte scanné une dernière fois. Son nom, clair comme le jour. Gabriella pensait l'avoir coincé, mais elle ne savait pas ce que Julie venait de trouver à l'étage. Le lendemain matin, Julie imprima 2 copies de l'acte et les glissa dans une enveloppe scellée portant le nom de son avocat. Elle la déposa à son bureau sans appeler à l'avance, dit à son assistante que c'était urgent, puis sortit avant qu'elle ne puisse poser de questions. De retour à la maison, Gabriella était dans le garage, vidant des étagères comme si elle était déjà passée à autre chose. Elle leva les yeux quand Julie arriva. « Et, dit-elle nonchalamment. Je me débarrasse juste de vieilleries. J'espère que ça ne te dérange pas. » Julie hocha la tête et entra, prétendant ne pas remarquer que le matériel de pêche de Peter avait disparu. Elle alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir supérieur de sa table de chevet et le trouva verrouillé. Ce tiroir n'avait jamais eu de serrure. Elle prit un tournevis plat et l'ouvrit de force. À l'intérieur, son flacon de médicaments avait disparu. Ainsi que sa petite enveloppe d'argent liquide. Gabriella envoyait un message. Elle voulait que Julie sache qu'elle n'avait plus aucune intimité. Julie s'assit sur le lit et respira par les dents jusqu'à ce que la brûlure dans sa poitrine passe. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la mort de Peter. Elle ouvrit son classeur dans le bureau. 3e tiroir, elle trouva un dossier intitulé « Options de refinancement ». À l'intérieur se trouvaient des relevés hypothécaires plus récents avec leurs 2 noms. Datés de moins d'1 an. C'était important. Gabriella n'avait pas été ajoutée. Pas même après le refinancement. Julie prit une photo et la sauvegardant sur son cloud. Elle entendit la voix de Gabriella dans le couloir, parlant à quelqu'un en haut-parleur. Oui, elle est toujours là. Je sais que c'est gênant, mais elle n'a aucun droit réel. Une pause, puis. Non, son nom n'est pas sur les factures de services publics ou d'impôts actuels. Ça ira. Julie entra dans le couloir et fit juste assez de bruit pour que Gabriella sache qu'elle avait entendu. Gabriella se retourna rapidement, les yeux écarquillés. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Julie dit, « Tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis dans cette maison. Les murs sont fins. » Puis elle retourna à la cuisine et commença à faire du café comme si de rien n'était. Le reste de la journée, Gabriella l'évita. Vers 18h, Julie passa devant le salon et vit que Gabriella avait remplacé le portrait de famille par une estampe de paysage. Des montagnes bleues et de la neige vide. Pas de gens. Julie le fixa plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Ce soir-là, Gabriella commanda de la nourriture chinoise et laissa celle de Julie dans le sac sur le comptoir. Pas de mots, pas de courtoisie. Julie prit la nourriture, ferma sa porte et la verrouilla de l'intérieur avec le cale-porte qu'elle gardait depuis la semaine dernière. Elle ne prenait aucun risque. À 2h du matin, elle entendit des pas devant sa chambre. Lent. Délibéré. Elle se leva, pressa son oreille contre la porte. Pas de coup. Juste une pause, puis des pas qui s'éloignaient. Le matin, le réveil clignotait. Le courant avait été coupé pendant exactement 1 minute. Elle vérifia le disjoncteur. Tous les interrupteurs étaient en place. Elle ne dit pas un mot à Gabriella au petit déjeuner. Gabriella lui offrit du café comme si de rien n'était. Julie refusa. Puis elle retourna chez l'avocat. Cette fois, elle s'assit en face de Monsieur Smith et lui tendit les photos, les documents de refinancement et les copies de l'acte. Il les examina un par un en hochant la tête. Elle n'a aucun fondement juridique, dit-il. Son nom n'apparaît jamais, et vous avez contribué à la fois financièrement et en y résidant pendant plus de 7 ans.
Si elle essaie de vous expulser, elle perdra. Julie demanda si elle pouvait déposer une plainte préventive. Il hocha la tête. Nous rédigerons un avis de copropriété et préparons une réponse juridique à toute fausse réclamation. Si elle vous signifie quoi que ce soit, nous répondons immédiatement. Elle s'enquit de son risque. Il dit : seulement si vous perdez vos documents. Gardez-les en sécurité et restez calme. Julie rentra chez elle avec un nouveau genre de silence dans la poitrine. Pas de chagrin, pas de peur, mais de la concentration. Quand elle entra, Gabriella pliait du linge sur le canapé. Elle leva les yeux et dit : tu es allé quelque part ? Julie dit : j'avais juste besoin d'air frais. Gabriella haussa un sourcil. Tu sembles soudainement confiante. Julie sourit et dit : je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Gabriella la fixa une seconde, puis dit : eh bien, j'espère que ça ne rendra pas les choses plus difficiles. Julie ouvrit le réfrigérateur et vit que sa nourriture étiquetée était de retour. Même écriture. Ce soir-là, elle entendit Gabriella dans la chambre d'amis, parlant à nouveau au téléphone. Oui, elle agit bizarrement. Je devrais peut-être accélérer le calendrier. Une autre pause. Si elle trouve ce dossier, on est foutu. Gabriella ne savait pas que Julie l'avait déjà. Elle ne savait pas que le dossier était déjà chez un avocat. Mais maintenant, Julie savait avec certitude que Gabriella cachait quelque chose de plus gros qu'un simple litige immobilier. Et elle était sur le point de découvrir quoi. 3 jours plus tard, Gabriella organisa ce qu'elle appela un « rassemblement de deuil » pour les amis et collègues de Peter. Quelque chose qu'elle annonça nonchalamment autour d'un café, comme s'il s'agissait d'un brunch d'anniversaire. Juste pour tourner la page, dit-elle en versant du lait d'amande dans sa tasse tout en ignorant la seconde que Julie avait placée à côté. Gabriella ne lui demanda pas d'aider à préparer, ce qui convenait à Julie. Elle la remarqua à peine cette semaine-là. Sauf pour lui demander de garder la salle de bain des invités propre et de ne mentionner aucune affaire personnelle si elle parlait à quelqu'un. Julie ne discuta pas, ne dit rien, mais elle observa. Elle regarda Gabriella sortir le vieux bar de Peter et le garnir comme si elle organisait un cocktail. Elle la regarda aligner sur le comptoir des mini-quiches et des craquelins importés comme s'il ne venait pas de l'enterrer. Le premier invité arriva juste après 6 heures. C'était l'ami de Peter du travail, Johnson. Il serra longuement Julie dans ses bras et murmura : il parlait tout le temps de toi. Disait que tu étais la seule personne sur qui il pouvait toujours compter. Julie hocha la tête, retenant ses larmes. Puis vinrent d'autres, des voisins, des collègues, quelques amis de Pilate de Gabriella. Certaines qu'elle reconnaissait, d'autres non. Gabriella flottait dans la pièce comme une hôtesse gracieuse, un verre à la main, faisant de petits discours sur la générosité et la lumière de Peter. Julie se tenait près du mur du fond, la regardant sourire à des inconnus tout en ignorant le fait qu'elle avait vidé sa chambre et jeté ses livres. À un moment donné, quelqu'un demanda à Julie comment elle tenait le coup. Elle dit, aussi bien que possible, considérant que je vis toujours ici. La femme parut confuse. Julie ajouta. Peter et moi étions copropriétaires de la maison. Gabriella gère les choses maintenant, mais je vis toujours ici. Les sourcils de la femme se haussèrent. Oh, je pensais qu'elle avait dit que c'était la sienne. Julie sourit poliment. Erreur facile. 1 heure plus tard, elle surprit Gabriella en train de la regarder de l'autre côté de la pièce. Son visage souriait toujours, mais ses yeux avaient changé, crispés et scrutateurs. Gabriella s'approcha quand les choses se calmèrent et dit, « Puis-je te parler un instant ?» Julie la suivit dans le couloir. Gabriella ferma la porte derrière elle. « Essaies-tu de déclencher quelque chose ?» Julie dit, « J'ai répondu honnêtement à une question. » Gabriella s'approcha. « Ne joue pas à l'innocente, Julie. Ces gens n'ont pas besoin d'entendre parler de paperasse. » Julie croisa les bras. « Alors arrête de mentir à ce sujet. » Gabriella la fixa durement, puis se ressaisit. « Écoute, c'est délicat. Ce sont des gens qui tenaient à Peter. Ils sont ici pour me soutenir. » Julie dit, « Alors peut-être ne devrais-tu pas organiser une dégustation de vin dans la maison dont tu essaies de l'effacer. » Le visage de Gabriella rougit. « Si tu ne veux pas être ici, tu es libre de partir. » Julie sourit. « Oh, je ne vais nulle part. » Gabriella se pencha, murmurant exactement comme elle l'avait fait aux funérailles.
Tu te crois maligne, Julie, mais tu ne sais pas comment ça marche. Je m'assurerai que tu regrettes d'être restée. Puis elle sortit avec cette même expression polie et salua l'invité suivant comme si elle ne venait pas de s'échanger des menaces à voix basse dans le couloir. Le reste de la soirée, Julie resta silencieuse. Elle observa. Elle écouta. Elle remarqua un invité, un homme d'une quarantaine d'années avec la tête rasée et un manteau de marque. Il n'arrêtait pas de la regarder comme s'il essayait de la situer. Il parla brièvement avec Gabriella près du couloir, puis partit tôt. Quelque chose dans sa façon de bouger, prudente et à voix basse, l'intrigua. Après le départ de tout le monde, Gabriella nettoya en silence. Julie n'offrit aucune aide. Gabriella n'en demanda pas. À minuit, Julie passa devant la chambre d'amis et vit le dossier Kraft dans le sac fourre-tout. ERT de Gabriella. Et pas plus tôt. Julie retourna dans sa chambre, attrapa son téléphone et prit une photo silencieuse à travers l'entrebâillement de la porte. Le dossier disait « Copidoc, plan B ». Cette nuit-là, elle attendit d'entendre la douche. Puis elle entra dans le couloir et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers. Un marqué « Chronologie maison ». Un autre étiqueté « Signatures électroniques 2023 ». Elle ne prit rien. Elle photographia simplement. Un fichier contenait une capture d'écran d'un testament avec une signature numérique qu'elle ne reconnaissait pas. Le coin inférieur indiquait « Placé le 4 mars ». Peter était décédé le 2 février. Il n'avait rien signé en mars. Julie resta là, le souffle coupé, alors que l'eau s'arrêtait. Elle se déplaça rapidement, ferma le sac, retourna dans sa chambre et attendit en silence que Gabriella passe dans le couloir, fredonnant, enveloppée dans un peignoir. Les mains de Julie tremblaient encore. Mais maintenant, elle avait plus qu'un simple acte de propriété. Elle avait la preuve que Gabriella essayait de forger le contrôle. Quelque chose de plus grand se passait ici. Et demain, elle allait creuser encore plus profondément dans ce que, Signatures électroniques 2023, était censé couvrir. Julie se réveilla le lendemain matin au son de reniflements dans la cuisine. Pas des sanglots bruyants, juste un doux motif de pleurs silencieux qui semblait destiné à être entendu. Quand elle entra, Gabriella se tenait près de l'évier en peignoir, tenant un mouchoir froissé et regardant par la fenêtre comme si elle était dans un feuilleton. Mais dès que Gabriella la remarqua, elle se retourna et s'essuya les yeux avec le bord de sa paume. Elle força un sourire, comme si elle se montrait courageuse pour quelqu'un, et dit « Je suis désolée. Parfois, ça me frappe de nouveau. » Puis Gabriella posa une main sur son ventre. Pas de manière dramatique, mais juste assez pour que Julie le remarque. Et elle se figea parce que c'était nouveau. Gabriella leva les yeux et dit doucement « Je ne voulais rien dire avant d'être sûre. Je suis enceinte, Julie. » Pendant 5 bonnes secondes, Julie ne put ni parler, ni bouger, car cela n'avait aucun sens. Pas après tout ce qu'elle avait vu, et pas avec ce timing. Elle demanda. De combien de temps? Gabriella répondit rapidement, 8 semaines, peut-être 9. C'est là que tout se mit en place, car Peter était mort depuis 10 semaines. Julie la fixa simplement, essayant de ne pas montrer l'alarme qui lui déchirait la poitrine. Tandis que Gabriella s'approchait et posait une photo d'échographie sur la table comme un atomètre. Julie la prit, la tournant lentement. Elle remarqua le coin. Le nom de Gabriella, la clinique et la date imprimée en caractères noirs nets. Pas d'il y a 10 semaines, mais 4. C'est à ce moment que Julie réalisa que la grossesse n'avait rien à voir avec Peter, mais tout à voir avec le contrôle. Gabriella dit, j'ai utilisé un donneur. Peter et moi en avions parlé, juste au cas où. Il voulait que j'aie un morceau de lui. Julie sut à cet instant que c'était un mensonge. Peter lui aurait dit quelque chose d'aussi important. Elle regarda Gabriella et ne dit rien. Elle lui rendit simplement la photo sans réagir. Gabriella ajouta, j'espère que tu comprends maintenant pourquoi il est si important pour moi d'avoir de la stabilité, pour le bien du bébé. Julie réalisa alors que Gabriella construisait une histoire de sympathie. Quelque chose qu'elle pourrait utiliser au tribunal si nécessaire. La veuve éplorée attendant un enfant est forcée de partager une maison avec une belle-mère instable. Julie hocha lentement la tête et dit, ça change les choses. Le visage entier de Gabriella s'adoucit, comme si elle croyait que Julie cédait, comme si sa petite performance avait fonctionné. Mais à la seconde où Gabriella quitta la pièce,
Julie attrapa son téléphone. Elle sortit la photo qu'elle avait prise du document dans le sac de Gabriella et fit correspondre la date de l'échographie avec la date du fichier. 4 jours d'intervalle, tous deux de la même semaine. Tous deux placés comme des preuves. Elle les transmit à Monsieur Smith avec un court message, « Nous devons parler ». Moins d'1 heure plus tard, il la rappela et dit, « Cela nous aide en fait. Si elle prétend être à charge ou en difficulté émotionnelle, nous pouvons la forcer à montrer ses dossiers médicaux et la cohérence de la chronologie. » Julie demanda, « Et si elle a tout inventé ?» Il dit, « Alors c'est de la fraude. Et si vous continuez à documenter cela calmement, nous gagnerons avant même d'arriver au procès. » Julie dit, « Elle essaie de me pousser à réagir. » Il répondit, « Alors ne le faites pas, » et elle ne le fit pas. Elle garda le silence. Elle nettoya la salle de bain. Elle plia le linge. Elle sourit lorsque Gabriella fit de petits commentaires comme « Ce bébé va avoir besoin de tellement d'espace. » ou « Ça va être difficile d'élever un enfant dans un environnement hostile. » Chaque fois, Gabriella la regardait comme si elle vérifiait à quel point Julie était proche de craquer. Julie hochait simplement la tête et gardait la bouche fermée. Jusqu'à ce vendredi. C'est là qu'elle reçut une enveloppe glissée sous sa porte. C'était dans un dossier Kraft marqué « Urgent ». Préavis de 48 heures. À l'intérieur se trouvait un document dactylographié. Clairement pas déposé au tribunal. Déclarant qu'elle avait 48 heures pour quitter la propriété en raison d'instabilité émotionnelle et de menaces personnelles. Julie resta assise à le regarder, le cœur battant. Pas de peur. Mais de la façon dont Gabriella venait de lui tendre négligemment un mensonge qu'elle pouvait écraser d'un seul email. En relisant le document, elle remarqua une dernière ligne en bas qui lui fit froid dans le dos. Le non-respect de l'ordre d'évacuation entraînera l'intervention des forces de l'ordre et des poursuites potentielles pour négligence envers une personne âgée. C'était ça. C'était la carte que Gabriella avait décidé de jouer. Elle allait dépeindre Julie comme une vieille femme dangereuse au tribunal. Instable et violente. Même si elle n'avait rien fait d'autre que de faire des toasts et de plier des serviettes. Maintenant, Gabriella forçait un déménagement. Déclenchant une panique. Espérant que Julie s'enfuirait avant de se défendre. Mais Julie savait ce qu'elle devait faire ensuite. Elle devait cesser d'attendre que Gabriella surjoue sa main. Parce qu'elle venait de le faire. Julie ne dit pas un mot après avoir lu ce faux avis d'expulsion. Elle le plia lentement. Le glissa dans un nouveau dossier avec les autres documents que Gabriella lui avait commodément offerts au cours des 2 dernières semaines. Et conduisit directement au bureau de Monsieur Smith. Pas de rendez-vous. Pas de retard. Parce qu'il ne s'agissait plus de défendre son droit de vivre dans la maison. Il s'agissait de démanteler le monde factice que Gabriella essayait de construire. Quand Julie s'assit en face de lui et lui tendit le nouveau dossier, les yeux de Monsieur Smith balayèrent la dernière ligne. Il eut un petit rire. Pas d'amusement, mais d'incrédulité. Et dit, « Elle vous menace de poursuite pour négligence envers une personne âgée alors que c'est vous qui êtes émotionnellement harcelé, documenté et financièrement manipulé. » Julie lui raconta tout. Elle lui parla de la fausse chronologie de la grossesse, de l'étiquette de la clinique de FIV, de la date du donneur, des photos mises en scène, des appels téléphoniques qu'elle avait surpris la nuit, et des conversations qu'elle avait provoquées avec Gabriella sans jamais élever la voix. M. Smith dit, « Nous avons dépassé le simple conflit civil maintenant. C'est du territoire de litige pré-fraude. Et si elle a modifié des documents financiers ou utilisé votre identité de quelque manière que ce soit, nous pourrions envisager des poursuites pénales. » Julie demanda, « Quel est le moyen le plus rapide de le prouver ?» Il dit, « Nous demandons une assignation à communication de pièces sur ces dossiers numériques, emails, journaux de texte, soumissions médicales, opérations bancaires. » Elle demanda, « Un juge l'accordera-t-il » Il répondit, « Si nous montrons l'expulsion falsifiée, l'incohérence de la grossesse et la fausse représentation de la propriété de l'acte, le tout documenté, nous n'avons pas seulement une affaire, nous avons un levier. » Julie resta assise là, respirant le fait que pour la première fois depuis la mort de Peter, elle ne se contentait plus de survivre. Elle était sur le point de renverser la situation sur la personne qui pensait pouvoir l'effacer. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans une imprimerie et commanda 3 copies reliées de tout. L'acte avec son nom, le dossier de refinancement, la photo de l'échographie avec la fausse date, le texte de la menace d'expulsion,
et les noms de toutes les personnes qui ont vu Gabriela essayer de réécrire l'histoire de la maison lors du rassemblement de deuil. Elle étiqueta la tranche du classeur, dossier Gabriela, puis mit une copie dans son coffre-fort, une au bureau de M. Smith, et une sous le plancher de son placard, où Gabriela ne la trouverait pas même si elle mettait la maison sens dessus-dessous. Quand elle rentra ce soir-là, Gabriela était dans la cuisine en appel vidéo. Elle portait un casque et riait fort, parlant d'une nouvelle opportunité immobilière. Elle dit à la personne à l'écran, « Oui, j'aurai accès à l'endroit d'ici 2 semaines au plus. » Julie se tenait derrière le mur, figée sur place. Elle réalisa que Gabriela n'essayait pas seulement de gagner la maison par chagrin ou insécurité. Elle prévoyait de la revendre rapidement. Cela signifiait qu'elle ne comptait pas y rester à long terme. Elle voulait juste les droits de propriété pour elle-même. Julie entra dans la pièce et s'assura que Gabriela la voit. Elle ne dit rien. Elle alla simplement au réfrigérateur, prit une bouteille d'eau et la fixa jusqu'à ce qu'elle termine l'appel. Gabriela se tourna lentement et demanda. « Tu as besoin de quelque chose ?» Julie dit, « Juste un avertissement. Si une autre enveloppe arrive à ma porte, assure-toi qu'elle soit tamponnée par le tribunal. Tout ce qui est en deçà va directement à mon avocat. » Gabriela cligna rapidement des yeux comme si Julie l'avait giflé. Puis elle demanda, « Tu me menaces maintenant ?» Julie répondit, « Tu as commencé la guerre de la paperasse, Gabriela. Je m'assure simplement que la mienne est légale. » Puis elle sortit avant que Gabriela ne puisse répondre. Ce soir-là, Julie fit une dernière chose. Elle ouvrit l'ancien compte email de Peter. Il lui avait un jour partagé l'accès quand elle l'aidait à chercher du travail des années auparavant. Le mot de passe, les paroles de sa chanson préférée plus son numéro de matricule, fonctionnaient toujours. Ce qu'elle trouva n'était pas grand-chose, principalement des candidatures et des factures. Mais ensuite, elle vit un dossier marqué d'un drapeau intitulé « Succession ». À l'intérieur se trouvaient des PDF, dont un intitulé « Projet de testament, février 2023 ». Quand elle l'ouvrit, elle cessa de respirer. La signature en bas ne correspondait pas à l'écriture de Peter. Le sceau du notaire était recadré et réutilisé. Et pire que tout, le document désignait Gabriela comme seule héritière et propriétaire sans aucune mention d'elle. Même si la date était juste une semaine avant la mort de Peter. Julie l'imprima sans rien toucher d'autre, le cœur battant. Elle réalisa que c'était ça. La chose que Gabriela avait essayé de cacher. Le fichier devait être enfoui dans le dossier qu'elle avait vu dans son sac. Et cette version avait des métadonnées provenant du nom de l'ordinateur de Gabriela, pas de Peter, pas d'un cabinet d'avocats, juste « Gabriela Caille, brouillon ». Julie envoya le fichier directement à M. Smith et écrivit « Elle a falsifié son testament ». Elle n'eut même pas un tressaillement en appuyant sur « Envoyer ». Le lendemain matin, M. Smith appela avant même qu'elle n'ait fini son toast. Sa voix était calme, mais ferme, quand il dit « Nous déposons la plainte aujourd'hui ». C'est à ce moment que tout passa d'une défense silencieuse à une offensive active. Maintenant, ils avaient la preuve numérique de la falsification, la preuve de l'intention de frauder, la preuve de documents juridiques manipulés avec une signature informatique traçable. Il lui expliqua les étapes suivantes une par une. Déposer une requête pour geler tout transfert du titre de propriété, demander un examen judiciaire du testament, soumettre une alerte à la fraude auprès du tribunal des successions, placer un avis de protection sur la maison pour empêcher toute vente ou refinancement non autorisé. Il ajouta, « Vous n'avez pas à la signifier. Le tribunal le fera. » Julie hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Enfin, quelqu'un d'autre allait parler pour elle. Elle n'avait plus à prétendre être impuissante. Pas dans la maison qu'elle avait aidé à payer. À midi ce jour-là, Gabriela a dû sentir que quelque chose avait changé. Elle commença à agir étrangement amicalement. Elle proposa de faire le déjeuner. Elle demanda si Julie voulait l'aider à acheter des affaires pour le bébé. Quand Julie dit non, Gabriela pencha la tête et demanda « On est en bons termes ?» Julie sourit simplement et dit « On verra ». Cet après-midi-là, alors que Gabriela était sortie, Julie reçut un appel d'un huissier. Il dit « Nous livrerons une série de papiers plus tard dans la journée. » Ne réagissez pas, Julie dit, « Croyez-moi, je ne le ferai pas. » Elle s'assit sur le canapé, les stores ouverts, et attendit. Vers 17 h, Gabriela arriva dans son nouveau SUV, 2 sacs de course à la main. À la seconde où elle monta sur le porche,
un homme en veste grise sortit d'une voiture garée, monta les marches et prononça son nom complet d'un ton clair et exercé. Gabriela s'arrêta, confuse, et dit « Oui ». Il lui tendit une enveloppe épaisse et dit « Vous avez reçu une assignation. Fraude successorale et injonction de propriété ». Elle cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous devrez le lire. » dit-il, puis s'éloigna sans un mot de plus. Julie regarda depuis la fenêtre du salon. Gabriela tenait l'enveloppe comme si elle avait du poids. Elle fixa le seau, puis regarda vers la maison, vers Julie. Julie ne bougea pas. Elle ne sia pas. Elle resta juste assise là. Gabriela entra d'un pas rapide et furieux. Elle jeta l'enveloppe sur la table de la salle à manger, l'ouvrit, balaya la première page, puis la seconde. Julie l'entendit murmurer « Non, non, non ». Puis plus fort. Elle ment. Ce sont tous des mensonges. Gabriela se tourna vers Julie et cria « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Julie se leva et dit « Je ne leur ai rien dit. Les documents l'ont fait. » Gabriela jeta l'enveloppe par terre et se précipita dans la cuisine en marmonnant « Je vais régler ça. » Ça n'arrivera pas, Julie ne dit pas un mot. Gabriela ne lui parlait plus. Elle parlait au monde qui venait enfin de lui dire non. Ce soir-là, Gabriela ne mangea pas, ne parla pas, ne sortit même pas de sa chambre. Le lendemain matin, Julie la trouva arpentant la cour avant, au téléphone avec quelqu'un, sifflant « Trouve-moi juste un avocat qui sait comment enterrer ça. Et puis, je me fiche du prix. Ce n'est qu'une vieille femme. » Julie se tenait sur le porche, les bras croisés, faisant savoir à Gabriela qu'elle entendait chaque mot. 2 jours plus tard, la date du tribunal fut fixée. Une audience préliminaire pour établir la validité du testament et la propriété de l'acte. Quand elles se présentèrent, Gabriela entra vêtue d'un blazer crème et tenant sa fausse photo d'échographie comme un accessoire. Son avocat commença par une performance à voix douce sur le veuvage, le deuil et la protection maternelle. Mais M. Smith y mit fin avec des preuves irréfutables. Des comparaisons côte à côte de la vraie signature de Peter et de celle que Gabriela avait soumise. Des traces de métadonnées de son ordinateur portable prouvant qu'elle avait ouvert et modifié le document elle-même. Plus les dossiers de refinancement qu'il excluait entièrement. Puis vint le plus gros morceau. L'acte au nom de Julie et Peter, légalement enregistré, non modifié et intouché par Gabriela sous quelque forme juridique que ce soit. Quand M. Smith dit « Votre honneur, ma cliente est copropriétaire de cette propriété depuis le premier jour. » Le juge se pencha en avant, examina le dossier et dit « Maître, c'est extrêmement clair. » Julie regarda toute la posture de Gabriela s'effondrer. Ses épaules s'affaissèrent, sa bouche se tordit comme si elle voulait crier mais ne le pouvait pas. Puis le juge dit « Le gel temporaire de la propriété est levé. Madame Julie conserve la copropriété légale. Toutes les demandes d'expulsion sont annulées. Quant au testament, il est soumis à une enquête pour fraude. » L'avocat de Gabriela murmura quelque chose rapidement. Elle le regarda comme s'il l'avait trahi. Julie resta là, stable, silencieuse, forte. Ce n'était pas un tour de victoire. C'était juste la vérité enfin dite à voix haute. En quittant la salle d'audience, M. Smith se tourna vers elle et dit « Maintenant, nous attendons de voir si elle riposte ou si elle fait ses valises. » Quand elles montèrent en voiture, Julie vérifia son téléphone. Elle vit un email du système judiciaire confirmant le statut de reconnaissance de pleine propriété. Elle sourit, non par dépit, mais par soulagement, car Gabriela pouvait inventer des histoires et de fausses photos autant qu'elle le voulait. Mais maintenant, la loi savait ce qu'elle était vraiment. La maison était trop silencieuse le lendemain matin. Pas paisible, mais chargée, comme le silence qui précède une tempête. Quand Julie entra dans la cuisine, Gabriela était déjà là, vêtue de noir comme si elle se rendait à d'autres funérailles. Elle était assise à table avec son café intact et un bloc-notes devant elle, rempli de noms et de numéros de téléphone. Elle ne leva pas les yeux quand Julie entra. Elle dit simplement « Tu crois que tu as gagné ?» Julie se versa son propre café sans répondre, laissant Gabriela combler le silence avec son propre effondrement. « Tu penses que ce n'est pas fini juste parce que tu as convaincu un juge de croire à ta petite histoire ?» demanda Gabriela. Julie se tourna enfin et dit « Ce n'était pas une histoire, Gabriela. C'était la loi. » Cela fit craquer quelque chose chez Gabriela. Elle se leva si vite que la chaise grinça contre le carrelage.
Elle dit, tu n'as pas le droit de tout me voler. Julie la regarda dans les yeux et dit. Tu as essayé de m'effacer d'une maison que j'ai aidé à construire, d'une vie dont j'ai toujours fait partie. Et tu as utilisé un faux testament et une fausse grossesse pour le faire. Gabriella se figea, la bouche ouverte, puis tenta de changer de sujet. J'étais en deuil, dit-elle, mais ça ne passa pas. Plus maintenant. La comédie était terminée et elles le savaient toutes les deux. Julie dit, fais tes valises. Je te donne le même respect que tu ne m'as jamais donné. Je n'appelle pas encore le shérif. Gabriella ouvrit la bouche comme si elle allait crier, puis la referma. Elle attrapa son téléphone et sortit de la maison en trombe. Julie s'assit et sirota son café, le savourant enfin sans la peur à la gorge. Pendant les heures qui suivirent, la maison resta silencieuse, pas solemne. ENT en surface, comme la première respiration après des mois sous l'eau. Elle entra dans l'ancienne chambre de Peter, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit. Elle regarda l'étagère vide, les murs qu'il avait peints lui-même. Elle murmura, « Tout va bien maintenant, mon bébé. Je te le promets. » Puis elle ouvrit son tiroir du haut, celui qu'elle n'avait pas touché depuis les funérailles, et trouva quelque chose d'inattendu, une feuille de papier pliée. C'était écrit à la main et signé de l'écriture de Peter, daté de 3 semaines avant sa mort. Ça commençait par « S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches que je suis désolé. » Sa poitrine se serra alors qu'elle continuait à lire, ligne après ligne de culpabilité, de frustration et de regret sur la façon dont il avait laissé Gabriella l'isoler des gens, comment il savait qu'elle était manipulatrice, mais essayait de régler les choses, comment il sentait qu'il ne pouvait plus rien dire à Julie, parce que Gabriella lui faisait sentir qu'il devait choisir son camp. En bas, il était écrit « Ne la laisse pas tout prendre. » Cette maison a toujours été la nôtre, pas la sienne. Fais ce que tu as à faire, maman. Les mains de Julie se mirent à trembler, non de chagrin, mais de clarté. Même dans la mort, il avait essayé de lui donner le dernier mot. Elle prit la lettre, la scanna sur son téléphone et la verrouilla dans son tiroir à côté de l'acte de propriété. Au coucher du soleil, Gabriella revint avec un visage de feu. Elle dit, « Tu le regretteras. J'irai voir la presse. Je leur dirai que tu as harcelé une veuve en deuil. » Julie dit, « Alors je leur montrerai les dates de l'échographie, les métadonnées du testament et la lettre que Peter m'a laissée. » Le visage de Gabriella devint pâle comme si elle avait vu un fantôme. Elle ne savait pas pour cette dernière. Elle murmura, « Tu bluffes. » Julie dit, « Et c'est moi. » Gabriella se retourna et s'éloigna, claquant sa porte si fort qu'un cadre tomba du mur du couloir. Julie ne broncha pas. Elle ramassa simplement le cadre, le remit en place et prépara le dîner comme n'importe quel autre soir. Pendant que les pâtes cuisaient, elle envoya un texto à Monsieur Smith et dit, « Trouvez une lettre personnelle. Renforce le mobile. Je transfère. » Il répondit en quelques secondes. Envoyé. C'est du béton. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Julie dormit la fenêtre ouverte. Pas de cale-porte, pas de clé de secours sous l'oreiller, juste le silence et l'air frais. Le matin, elle entendit des boîtes en train d'être emballées. Le dimanche matin, le couloir devant la chambre de Gabriella était bordé de boîtes en carton, certaines étiquetées, d'autres non. Certaines avec du ruban adhésif qui tenait à peine les rabats fermés, comme si Gabriella les avait emballées à la hâte. Julie ne demanda pas si Gabriella partait vraiment, car elle savait déjà que Gabriella n'avait plus de carte juridique à jouer. Quel que soit le bluff auquel Gabriella s'accrochait, il s'était effondré sous le poids des documents judiciaires et de sa propre arrogance. Quand Gabriella entra dans la cuisine, elle ne parla pas au début. Elle ouvrit simplement un tiroir comme si elle cherchait quelque chose qui n'avait jamais été là. Puis elle se tourna enfin vers Julie et dit, « Je serai partie d'ici vendredi. » Julie hocha la tête. Pas de sourire, pas de sarcasme, juste un signe de tête calme comme s'il s'agissait d'une réunion logistique et non de la fin d'une guerre de plusieurs mois. Gabriella ajouta, « Tu peux ravoir ta maison. » Julie dit, « Elle n'a jamais été à toi pour que tu la donnes. » Cela frappa Gabriella plus fort que des cris ne l'auraient jamais fait, car elle se figea une seconde. Puis elle détourna le regard comme si elle voulait rétorquer quelque chose, mais ne trouvait pas un mot qui ne se briserait pas dans sa bouche. Julie passa devant elle et mit la bouilloire sur le feu, non pas pour être dramatique, mais parce qu'elle voulait vraiment du thé. Elle avait appris maintenant que le coup le plus puissant qui lui restait n'était pas de réagir,
mais de continuer à vivre comme si Gabriella était déjà partie. Plus tard dans l'après-midi, Gabriella reçut 2 amis, des voix fortes dans le couloir, l'aidant à soulever des boîtes. Julie resta dans sa chambre pendant qu'elle chuchotait des choses comme « Elle est folle ». Et « Comment as-tu pu vivre ici avec elle ?» Julie ne dit pas un mot car ces questions ne valaient pas la peine d'être répondues. Le lendemain matin, Gabriella tenta un dernier coup pathétique. Elle appela l'ancien ami de Peter, Johnson, et lui laissa un message vocal. Elle dit que Julie avait fabriqué toute l'affaire, que Peter n'avait jamais voulu de Julie dans la maison, et que Julie utilisait des tactiques de maltraitance envers une personne âgée pour tout lui prendre. Ce que Gabriella ne savait pas, c'est que Johnson avait déjà parlé à Julie, avait déjà vu les papiers du tribunal et la lettre que Peter avait écrite. Il envoya le message à Julie juste après avoir reçu le message vocal de Gabriella avec une seule ligne, « Elle est désespérée ». Julie ne répondit pas car il n'y avait rien d'autre à dire. Le jeudi, la voiture de Gabriella était chargée avec ses dernières affaires. Son visage était pâle. Le maquillage était fixé sous ses yeux comme si elle s'était enfin permis de réaliser que ce n'était pas seulement une perte juridique. C'était personnel. C'était public. Et c'était permanent. Elle se présenta à la porte ce matin-là, tenant son dernier sac et dit « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Julie dit « Toi non plus. » Gabriella recula comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, comme si elle voulait que Julie soit dramatique. Peut-être crier ou pleurer ou lui donner une raison de plus de dire au monde que Julie était la méchante. Mais Julie resta là, calme et immobile, regardant Gabriella assimiler la vérité en temps réel. Gabriella avait joué toutes les cartes, brûlé tous les mensonges, et s'était retrouvée exactement là où elle avait commencé, debout sur un Porsche qu'elle n'avait jamais possédé avec un avenir qu'elle ne pouvait pas vendre. Julie ouvrit la porte et dit « Tu as jusqu'à minuit. » Gabriella dit « Où suis-je censé aller ?» Julie la regarda droit dans les yeux et dit « N'importe où qui ne soit pas ici. » Puis Julie ferma la porte, non pas pour être cruelle, mais pour en finir. Elle regarda par la fenêtre Gabriella rester sur le Porsche pendant une bonne minute, juste figée, avant de finalement se diriger vers sa voiture, de claquer le coffre et de partir sans se retourner. Julie ne pleura pas. Elle ne cria pas de joie. Elle ne se sentit pas triomphante. Elle se sentit juste soulagée d'en avoir fini. Quand le soleil se coucha, elle éteignit la lumière du Porsche, verrouilla la porte et, pour la première fois depuis des mois, s'assit dans le silence sans écouter les pas de Gabriella ou surveiller ses arrières. Parce que Gabriella était enfin partie et que la maison était de nouveau à Julie, propre et sans revendication. Julie pensait que c'était la fin jusqu'à ce qu'elle entre dans le salon et voit la petite clé USB que Gabriella avait laissée sur la table basse. Elle était argentée, sans étiquette, juste posée là comme un appât. Et l'estomac de Julie se noua parce que Gabriella ne laissait jamais rien derrière elle à moins de vouloir que ce soit trouvé. Julie fixa la clé USB pendant un long moment, sans la toucher, sans bouger. Elle savait que Gabriella ne l'avait pas laissée par accident. Pas après tout ce qu'elle avait fait. Pas quand chaque mouvement qu'elle faisait était calculé et habillé d'une fausse sincérité. Julie pensa à la laisser, à la jeter, à prétendre qu'elle n'existait pas. Mais après tout ce qu'elle avait survécu, elle n'allait pas terminer cette histoire avec une question en suspens. Elle la brancha sur le vieil ordinateur portable de Peter. Celui que Gabriella n'avait jamais touché parce qu'elle disait qu'il sentait la poussière et le deuil, et attendit que l'écran s'allume. Il y avait un dossier, pas de mot de passe, juste un seul fichier intitulé « Ouvre-moi ». À l'intérieur se trouvait une vidéo, granuleuse au début, puis plus claire à mesure que la caméra se stabilisait, montrant Gabriella assise dans le bureau de Peter. La même chaise que Julie venait d'utiliser pour vérifier ses emails ce matin-là. Gabriella regarda droit dans la webcam et dit « Si tu regardes ça, c'est que je suis parti ou que tu penses avoir gagné. » Son ton était calme mais suffisant, comme si elle jouait encore aux échecs dans sa tête. Elle continua. « J'ai fait ce que j'avais à faire, et peut-être que j'ai dépassé les bornes, mais tu n'étais jamais censée rester ici pour toujours, Julie. Tu n'étais qu'un bouche-trou, une invitée qui a abusé de l'hospitalité. » Puis elle se pencha en avant, les yeux durs, la voix baissant. « Peter voulait te demander de partir avant de mourir. Il n'avait juste pas le courage de le dire. » Julie mit la vidéo en pause, la mâchoire serrée, le cœur battant, car même maintenant, Gabriella essayait de semer des graines de doute, essayant de s'attaquer à la seule chose qu'elle ne pourrait jamais prendre, le lien de Julie avec Peter.
Elle relança la lecture et regarda Gabriella dire, « Je lui ai dit que nous pourrions construire quelque chose si nous avions de l'espace, s'il pouvait enfin laisser le passé derrière lui, mais il était faible. Il ne pouvait pas couper le cordon, alors j'ai dû le faire pour lui. » Puis Gabriella sourit comme si c'était une sorte de victoire, comme si isoler Peter de Julie était un acte d'amour au lieu de contrôle. Elle termina la vidéo par « Tu peux garder la maison, Julie, mais tu n'oublieras jamais ça. » L'écran devint noir. Julie resta assise un moment dans le silence qui suivit. Elle n'était pas en colère, même pas surprise, car c'était toujours sa Gabriella, contrôlée, cruelle, ayant toujours besoin du dernier mot. Mais ce que Gabriella ne savait pas, c'est que Julie avait déjà la seule chose qui comptait, la lettre manuscrite de Peter, celle que Gabriella ne pourrait jamais falsifier ou écraser, celle où Peter disait « Je suis désolé », et disait à Julie la vérité que Gabriella avait passé des mois à essayer d'enterrer. Julie sortit cette lettre de son tiroir, la tint à côté de l'image figée du visage de Gabriella sur l'ordinateur portable, et ne ressentit que la paix. Car à la fin, il ne s'agissait pas de prouver qui avait raison. Il s'agissait de survivre assez longtemps pour voir Gabriella perdre le contrôle. Julie éjecta la clé USB, la jeta à la poubelle et supprima le fichier de l'ordinateur portable. Non pas parce qu'elle avait peur des mensonges de Gabriella, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de rappel. La guerre était terminée, la maison était calme, et chaque pièce était enfin de nouveau la sienne. Ce soir-là, elle déballa ses dernières affaires des boîtes que Gabriella avait autrefois étiquetées pour être enlevées. Elle remit la photo de Peter sur la nouvelle étagère de l'entrée, alluma une bougie dans la cuisine et s'assit seule à table. Pas solitaire, juste calme, juste présente, juste libre. Alors qu'elle sirotait son thé et écoutait le silence qui ne portait plus de tension ou de peur, elle regarda par la fenêtre le Porsche que Gabriella avait autrefois tenté de revendiquer. Julie murmura « Ma maison, mes règles ». Elle sourit parce que pour la première fois depuis les funérailles, elle pouvait respirer dans un espace qui lui appartenait entièrement. Non pas parce qu'elle s'était battue pour, mais parce qu'elle n'avait jamais laissé Gabriella le prendre.